avec cet entretien dans un premier temps entre le président américain Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Pas de scène d'humiliation comme la dernière fois en février. Et surtout, une annonce importante. Donald Trump confirme, et les Européens aussi, qui étaient présents, qu'il y aura une rencontre, un face-à-face visiblement, entre Vladimir Poutine, le président russe, et son homologue ukrainien, sous 15 jours à peu près. Est-ce que vous considérez que c'est une avancée, que les deux hommes doivent se rencontrer et que peut-être enfin la paix pourrait être signée dans ce contexte-là? Alors, les deux hommes doivent se rencontrer. Après, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment un partage des ressources de l'Ukraine. Il ne faut pas se leurrer sur la réalité, au détriment de l'Ukraine. Et en fait, pour la première fois, Trump laisse un peu une ouverture pour que l'Ukraine ait son mot à dire dans le processus de paix. Et moi, ce qui me fascine dans cette affaire, parce que l'Ukraine est une zone de réserve de ressources naturelles énorme. Il y a du graphite, il y a du lithium, il y a du manganèse, il y a du cobalt. Et en fait, c'est ça qui est sur la table actuellement. C'est pour ça que la Russie prendre des territoires à l'Ukraine. Mais surtout, ce qui me fascine, c'est à quel point le caractère d'un homme, c'est-à-dire Trump, selon son humeur, selon qu'on le flatte ou selon qu'on le fâche, détermine l'avenir d'une partie du monde. Et en fait, il souhaite pas la paix, Donald Trump, pour vous? Donald Trump veut des conquêtes territoriales. Lui, c'est quelqu'un qui n'a aucune espèce d'état d'âme vis-à-vis de l'Ukraine ou de ses habitants. Ce qu'il veut, c'est des ressources. Ce qu'il veut, c'est un deal avec Poutine sur les ressources qu'il y a en Ukraine et en Alaska. D'ailleurs, ils ont déjà fait au Groenland, pardon. Ils ont déjà fait le partage, un accord commercial sur les ressources en janvier. Donc en fait, il y a vraiment cette volonté pour Trump de continuer et d'être dans une prédation, d'être dans une conquête territoriale de ressources. Donc voilà, c'est... Donc pour vous, hier, il n'y a pas eu d'avancée. Le fait que les deux hommes, Poutine, Zelensky, se rencontrent, et peut-être qu'on est après une réunion à 3 avec Trump, voire les Européens. Emmanuel Macron a demandé ça, que les Européens soient aussi présents lors de cette réunion. Il parle de réunion à 4. Ça, c'est pas une avancée pour vous? C'est une avancée dans un contexte de prédation territoriale, dans un contexte de capitalisme prédateur, dans un contexte qui est prêt à faire la guerre pour avoir des ressources. En fait, c'est ça le sujet. Et vraiment, la question qui nous est posée à nous, Européens, c'est participe-t-on à cela ou assure-t-on à l'Ukraine un espace démocratique d'autodétermination et d'entrée dans l'Union européenne? Et si nous allons dans cette voie-là, alors il nous faut nous passer du gaz russe, il nous faut mettre des sanctions supplémentaires, passer un cap dans les sanctions vis-à-vis de la Russie. Il n'y a que comme ça. Poutine ne comprend que le rapport de force. Poutine est un homme du rapport de force. Et où est-ce qu'il est, notre rapport de force, là, Donald Trump et les Européens ont quand même dit qu'ils seraient impliqués dans les garanties de sécurité de l'Ukraine. Oui, mais impliqué dans les garanties de sécurité... Oui, mais c'est un point positif. Jusqu'à présent, Donald Trump ne le disait pas. Il y a des points positifs dans cette rencontre. Il y a le fait que Donald Trump ait arrêté d'humilier Zelensky. Il y a le fait qu'il y ait cette perspective de rencontre entre Poutine et Zelensky. Il y a des points positifs. Mais enfin, là, on n'est pas... Pour moi, cette rencontre ne permet pas de monter le rapport de force indispensable à faire plier Poutine. Et là, il n'y a rien qui nous permet d'aller vers là. Donc, c'est ce qui m'inquiète. C'est-à-dire que Poutine ne respecte jamais sa parole. Donc, il peut dire qu'il y aura des garanties de sécurité, puis finalement ne pas le respecter. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, selon vous? Parce que les Européens sont quand même revenus dans le jeu. Ils étaient hier à Washington. Ils se sont exprimés. Emmanuel Macron a dit que si Poutine ne respectait pas, finalement, les accords de paix, si des accords de paix venaient à être signés, il faudrait reprendre les sanctions contre la Russie, voire les amplifier. Qu'est-ce que vous feriez finalement à sa place, à Emmanuel Macron? Accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, à l'Union européenne, petit 1, petit 2, se passer de toutes les ressources russes. Voilà, faire un véritable embargo de la Russie. Donc et le là, gaz. Le gaz, l'uranium et tous les échanges avec la Russie. Et là, on aurait un véritable rapport de force. Là, l'Europe serait un acteur majeur et ne serait pas juste, ne s'inviterait pas de force à la table de Trump. En revanche, il y a une question qui n'a pas du tout été abordée hier, c'est justement le partage de ces territoires, des territoires ukrainiens. Est-ce que ça, c'est un problème selon vous? Donald Trump et les Européens semblaient dire que cette question serait abordée lors de la rencontre justement entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Est-ce que ça aurait dû être abordé dès hier selon vous? C'est le sujet principal.
en fait. C'est quelle est la capacité de l'Ukraine à garder son territoire et qu'est-ce qu'on met dans la négociation. Et en fait, là aujourd'hui, la Russie occupe des territoires. Rien n'est dit sur ce qui allait se passer sur ces territoires-là. Est-ce qu'il y a un plan de retrait de la Russie? Est-ce qu'il y a une acceptation de l'occupation de la Russie? Ou est-ce qu'au contraire, on va au-delà de ce qui est déjà conquis pour avoir des parties complètes de l'Ukraine? Bon, voilà, tout ça n'étant pas abordé, pour moi, l'essentiel n'a pas été posé sur la table. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un espèce de numéro de flatterie de Trump, qui, à mon avis, est assez ridicule d'ailleurs, mais on n'est pas dans un rapport de force, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé les éléments du rapport de force. Que ce soit sur la solution, que ce soit sur la manière de faire plier Poutine. Donc bon, voilà, je regarde ça, je me dis que sans doute ça va aboutir quand même à quelque chose, j'espère, en tous les cas pour le peuple ukrainien qui subit cette guerre de manière très intense. Mais aujourd'hui, je ne suis pas extrêmement optimiste sur l'issue de ce processus. Alors, on va parler du budget de cette rentrée sociale qui s'annonce un petit peu chaude pour le gouvernement. Juste avant, sur le budget des armées, Emmanuel Macron parle d'une menace existentielle russe. Il souhaite doubler le budget des armées ici en France. Est-ce qu'il a raison ? Et enfin, moi, on a déjà fait une loi de programmation sur l'armée. Plus on finance des armes, plus on monte notre armée, plus on se dirige vers un processus de guerre. Moi, je ne suis pas pour ça. Les écologistes ont toujours été pour la paix et je pense que la manière de faire la paix est aujourd'hui plus une question de ressources qu'une question d'armée. Et en fait, nous ne prenons aucun virage, nous ne prenons aucune mesure économique qui nous permettrait de faire cette transformation qui nous ferait moins dépendre du gaz, moins dépendre du pétrole, moins dépendre des ressources rares qui sont dans certains pays, notamment l'Ukraine. Et en fait, cette absence de transformation fait que la seule issue possible, et ça je voudrais vraiment le poser parce que c'est très grave en fait, c'est-à-dire que là le système libéral capitaliste que nous avons aujourd'hui n'a plus de légitimité auprès de la population puisqu'on sait que nos enfants n'auront pas de meilleure situation que la nôtre, etc. Donc en fait les deux seuls moyens, c'est soit la transformation radicale de ce système, c'est la décroissance, la sortie de tout ça, soit au contraire l'accélération de ce système vers un projet nationaliste et donc de guerre. Et en fait, à la fin, quelle est l'option que nous choisissons? Emmanuel Macron nous emmène vers le projet de tension et de guerre. Moi, je voudrais que nous prenions l'autre option. Voilà, ce sont deux projets radicalement différents. Et plus nous armons, plus nous aurons envie d'utiliser ces armes à un moment. Sandrine Rousseau, on a parlé donc du budget des armées. On va parler du budget tout court, de cette volonté du gouvernement de trouver un peu plus de 43 milliards d'euros d'économies. François Bayrou a présenté ses orientations budgétaires au 15 juillet. On est d'accord, les écologistes censurent le gouvernement dès la rentrée. En tous les cas, moi je le censurerai sans aucun doute. Après, nous n'avons pas encore eu de réunion de groupe des députés écologistes, mais je ne doute pas un instant que le groupe censure ce gouvernement. Vu les annonces qui ont été faites cet été, il n'y a aucune raison de ne pas censurer. Et j'invite les socialistes à ne pas se tromper. C'est-à-dire que là, les 40 milliards d'économies, les arrêts maladie, les 2 jours de travail en plus, la suppression des crédits à peu près partout, sauf là où c'est nécessaire. En fait, il y a quand même une volonté de mettre le peuple sous pression, de le priver de droits fondamentaux. Je n'imagine pas que le PS laisse passer ça. Les écologistes donc devraient censurer en tout cas le gouvernement à la rentrée, à l'automne, en tout cas pour le budget. Est-ce que vous rejoignez, comme la France Insoumise, ce mouvement qui appelle à bloquer, à paralyser la France à partir du 10 septembre prochain? J'avais co-signé une tribune il y a plusieurs semaines, bien sûr. Les écologistes appellent à rejoindre ce mouvement. Alors, en tous les cas, moi j'ai signé cette tribune parce que il faut bien comprendre qu'une partie de la population aujourd'hui n'a non seulement pas de quoi vivre, mais même pas de quoi survivre. Donc en fait, là, il y a une incapacité, c'est toujours sur les mêmes comptables, et il y a une incapacité à supporter le cours que prend le gouvernement. C'est-à-dire, c'est pas possible de taper toujours sur les malades, sur les pauvres, sur les enfants de l'ASE. C'est pas possible. Vraiment, il y a un moment où cette vision politique qui fait toujours plus travailler, qui met toujours plus sous pression les plus vulnérables, n'est pas ni éthique, ni dans la philosophie française. Est-ce que vous craignez le retour des gilets jaunes finalement? Au départ, c'est une mobilisation citoyenne qui part des réseaux sociaux, avec des comptes d'extrême droite aussi d'ailleurs, il faut le dire, d'anciennes figures des gilets jaunes.
qui semble vouloir être récupéré par les partis politiques aujourd'hui, et donc la France Insoumise et les écologistes. Est-ce que vous craignez finalement un blocage un peu durable du pays et donc le retour des Gilets jaunes en France ? Mais moi, je ne crains pas les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était un mouvement populaire qui disait, et vraiment, il faut regarder la sociologie des Gilets jaunes. Il y a plein de personnes qui n'avaient vraiment pas 1 euro d'avance. Enfin, je veux dire, moi, je crains pas les gens qui n'ont pas 1 euro d'avance. Au contraire, je voudrais que nous les entendions. Donc, c'est ça, le 10 septembre. Je voudrais que nous les entendions. Je voudrais que nous entendions ce peuple qui se lève. Et oui, les revendications ne sont pas encore d'une clarté complète. Mais en tous les cas, ce mouvement de ras-le-bol, ce mouvement de dire nous ne pouvons plus vivre dans ces conditions, il faut l'entendre.